Le pouvoir d'achat est le complément du droit de vote, en quelque sorte. Et c'est pour cela que le pouvoir d'achat est une chose si sensible, parce que le droit de vote, au fond, on ne peut l'exercer que rarement, alors que le pouvoir d'achat s'exerce en quelque sorte quasiment quotidiennement. Et que c'est la même chose, au fond. On vote pour un certain produit, on converge vers certains produits d'ailleurs soit made in France, soit importés, de Chine d'ailleurs. Et donc ce pouvoir d'achat, il est en prise directe sur l'économie. Et on sait que la consommation intérieure est un paramètre important de l'économie d'un pays, y compris de sa balance commerciale d'ailleurs. Et priver les gens du pouvoir d'achat, ou réduire leur pouvoir d'achat, c'est réduire par le même leur capacité de citoyen, en quelque sorte, à participer à la vie d'un pays. Celui qui n'a pas de pouvoir d'achat ne peut exercer son pouvoir d'achat, par définition. Et par conséquent, il peut être frustré de cette impossibilité, de cette incapacité. Comme il peut l'être d'être privé de son droit de vote, ce qui a été longtemps le cas des femmes en France, jusqu'en 1944-46. Donc, le débat actuel sur le pouvoir d'achat, avec les Gilets jaunes, s'articule aussi sur le débat sur le droit de vote, sur l'expression du vote, sur les modes de vote. Et ces deux questions sont finalement liées, parce que pour le peuple, pour les gens d'en bas, ce sont les deux voies qui lui permettent de s'exprimer, non pas individuellement, parce qu'on ne fait pas attention à ce que telle ou telle personne va dire, ou va voter, ou va acheter, mais collectivement, globalement, massivement. Le pouvoir de la masse. À cela s'ajoute d'ailleurs l'impôt, qui est également, le mot qui vient d'ailleurs d'imposer, on parle aussi de contribution. L'impôt, qui est également une façon de participer à la vie de la nation. Et là encore, il y a un débat. Voyez-vous, impôt, pouvoir d'achat, droit de vote, voilà un triptyque intéressant à considérer, dont l'impôt relevant également d'une question d'argent comme le pouvoir d'achat. Et on voit bien que tout ça s'entremêle, s'intrique quelque part dans l'esprit des gens, et qu'une question en amène une autre, en quelque sorte. Alors l'impôt, c'est aussi, ce qu'il faut comprendre dans l'impôt, c'est que c'est également un phénomène collectif. C'est pas une personne qui va payer ses impôts qui va faire la différence. C'est des milliers, voire des millions de personnes qui constituent une puissance. Ce n'est pas un individu isolé. Donc voyez-vous, dans tous les cas de figure, que ce soit le vote, l'impôt ou le pouvoir d'achat, c'est le global, c'est le collectif qui est déterminant. Ce n'est pas l'individuel. Par opposition aux gens d'en haut, où effectivement c'est l'affirmation individuelle qui fait sens, qui est majeure, qui est déterminante. C'est un tel qui dit ça. Et il y a une sorte de décalage effrayant, effarant, et marquant, qui souvent est mal vécu, entre ceux qui n'existent que collectivement et ceux qui existent individuellement. Alors, quand les gens d'en bas existent individuellement, c'est souvent de manière un peu marginale. C'est-à-dire, par exemple, quand on est malade, on existe individuellement. Quand on est un idiot, on existe individuellement. Hein. Quand on dit des conneries, des aberrations, on se distingue, on se redistingue. On ne se distingue pas par le haut, mais par le bas. Bon, donc la façon de se distinguer n'est pas du tout la même. Pour les gens d'en haut, il s'agit de montrer son excellence. Pour les gens d'en bas, il s'agit de trahir ses défaillances. Pas du tout la même chose.
physique ou morale, ou mentale. Voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas, ce triptyque, impôt, pouvoir d'achat, vote.